Christophe Colomb, il est à 500 ans, et c'est la grand voile de l'aventure, pour voguer vers son destin, sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfant. Vaillant capitaine, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Sous le soleil, toujours guidé par son cœur, jamais il ne connut la peur. Les souverains d'Espagne lui donnèrent la mission de porter bien haut leur drapeau. Malgré les tempêtes, sur la mer profonde, il partit vers l'inconnu et découvrit le nouveau monde. Ces caravelles voguèrent vers le mystère d'une terre inexplorée, au-delà des mers. Cet homme courageux s'appelait Christophe Colomb. Un jour il découvrit un nouvel horizon. Allez-vous dans la roue, faites un effort. Vous devez avoir hâte de reprendre la mer. Christophe, on doit aussi se reposer. Quand le navire est au mouillage, l'équipage a le droit à un peu de détente. Détente bien méritée après cette longue traversée. Où avez-vous été et qu'avez-vous vu? Nous avons navigué jusqu'à l'archipel des Canaries. Nous n'avons pas vu la Terre pendant plus d'une semaine. Alors c'est très loin, comment étaient ces îles? Il y en a 7 et quelques îlots. On a vu un volcan et des cascades. Magnifique. Et des oiseaux les plus beaux oiseaux que j'ai jamais vus. Et vous savez ce qu'il peut y avoir après ces îles Canaries? Bon, on n'en sait rien. Aucun équipage n'a osé s'aventurer au-delà de ces îles. C'est déjà assez loin comme ça. Bah ça peut servir d'escale, et après on peut naviguer plus loin. La mer ne s'arrête pas là. Pourquoi continuer? Après, il n'y a que de l'eau. De quel côté que tu te diriges? Il n'y a que l'océan et c'est tout. Non, elle doit bien finir quelque part. Nous savons que la Terre est ronde. Alors au bout de l'océan, il y a quelque chose d'autre. Et où c'est quelque chose d'autre? Combien de temps il faudrait pour y arriver? Un jour, j'irai et je finirai par trouver. C'est bien maintenant, allez-y. Amenez les voiles. Doucement. Ah, voilà mon jeune ami Christophe. Ah, je suis content de vous voir. Je ne vous attendais pas avant demain. Qu'avez-vous ramené cette fois-ci? Des perles, des milliers de perles, de l'or, de l'argent, des épices. Le marché de l'île de Kyo regorge de toutes sortes de trésors. Ces sacs qu'on décharge sont remplis d'épices qui viennent d'Asie, pas vrai? C'est exact, mon garçon. Elles viennent des Indes et de Chine. L'île de Kyo est une porte ouverte sur tout l'Extrême-Orient. Pourquoi vous arrêtez à Kyo? Pourquoi ne pas aller vous fournir directement en Extrême-Orient? Quoi? Aller en Extrême-Orient? T'as des idées bizarres. Premièrement, c'est beaucoup trop loin. Il faudrait traverser des déserts et franchir des montagnes. Ensuite, les indigènes risquent de nous attaquer. Mais Giovanni, allez-y par la mer. Vous pourriez naviguer jusque là-bas sans que personne ne vous arrête. Personne ne connaît la route. Eh bien, essayez de la découvrir. Ce serait possible? Christophe, aimerais-tu réellement devenir marin un jour? Et comment? Nous avons besoin d'un moussaillon, alors si tu es prêt à embarquer... Ah, je suis prêt. Mais Christophe! Ne te mêle pas de ça. Auras-tu la permission de tes parents? Oui, ne t'inquiète pas. Très bien, alors demande la bénédiction de tes parents et tu pourras venir. Nous prenons la mer dans 2 jours. Je serai au rendez-vous. Attention, la mer, me voici. Jamais. Mon rêve, c'est de devenir marin. Après tout, Gênes est un grand port de mer. Parmi les navigateurs les plus célèbres, plusieurs sont originaires de Gênes. Ces grands marins font la fierté de notre ville. Je veux faire comme eux. Nous ne sommes pas une famille de marins. Aucune importance. On m'a proposé d'embarquer comme mousse à bord d'un navire et ça ne te coûtera pas un sou. Il y a un tas de garçons de mon âge qui s'embarquent. Tu dois être fier de porter ton nom. Les colons sont tisserands de père en fils.
Pas moi. Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas la bonne façon de charger la charrette. À la moindre bosse, toute la pile va dégringoler. Je vais l'arranger. Je sais comment faire. Je t'ai distrait. Attrape! Ta mère me répète souvent que tu es tout mon portrait. Elle dit que nous sommes deux têtes de mule. Cette réflexion m'a tiré hors de mon lit. Moi, à ta place, il y a longtemps que je serais parti. Vraiment? Et quand je prenais une décision, personne, pas même mes parents, ne pouvait m'arrêter. J'avais la tête dure. Oh oui, papa. Je peux partir. Merci, papa. Merci. Sainte Marie, Mère de Dieu, protégez ma mère, mon père et mon frère Bartholomé pendant que je serai en mer. Amen. Je n'oublierai pas de prier. C'est promis. Larguez les amarres! Donnez de la gaffe à tribord! Ouais, merci! Il viendra la prochaine fois. Giovanni! Hein? Attendez, attendez-moi! Cours, Christophe, dépêche-toi! Giovanni, ne partez pas sans moi! Si tu tiens à venir, plonge et nage fort pour nous rattraper! Ouais! On va te lancer l'échelle du corps! Bravo! Il grimpe comme un singe. Et il nage comme un poisson, Bienvenue à bord, Christophe! Ah, c'est bien. C'est bien. Merci, Giovanni. Tu es des nôtres. Au revoir, Christophe. Tiens, Christophe, prends ce couteau. Et il est à toi. Je ne peux pas accepter. Tu dois beaucoup y tenir. Tu es un marin et un bon marin possède un couteau. On m'a donné celui-ci quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est à mon tour de t'en faire cadeau. Je comprends. Ce couteau a une histoire. Oui. Merci. Tu feras attention comme à la prunelle de mes yeux. C'est bien. L'aventure commence. En avant et toute voile d'or. Luigi, il est l'heure, non? Ah, tu es pile à l'heure, mon garçon. Tu dois avoir une horloge dans le cerveau. Allez, tiens encore jusqu'à la projette ce flotteur à la mer. Christophe, tu es prêt? Je suis en place, Luigi. Alors attention, jette-le. Ça y est.
est notre vitesse? Ouais, nous allons moins vite que je ne pensais. Nous avons ralenti. Le détroit de Messine! Attention aux écoles! Maintenez là-bas! Oui, nous sommes bien au milieu. Bien joué, nous sommes passés. Nous sommes passés! C'est la plus belle manœuvre que j'ai jamais vue! Giovanni, c'est à moi de faire ce travail. Tu n'as pas dormi de la nuit. Quand on est un vieux loup de mer comme moi, on est capable de dormir debout. Comme les chevaux? Ah, il est stupéfiant. C'est l'adjectif qui lui convient. C'est grâce à son courage et à sa bonne humeur que l'équipage tient bon, mon petit. Allez, je dois reprendre mon poste. Chef! Je viens t'aider! Oh, j'ai de la chance. T'as vu comment je l'enroule? Terre! Terre! Terre en vue droit devant nous! L'île de Kyo. Ouais. Giovanni, d'après toi, cette tempête va se déchaîner bientôt? Pour cette nuit ou demain matin. Alors nous serons en plein dedans. Nous n'atteindrons pas les îles Cyclades à temps. Nous sommes trop chargés. Je cherche de la marchandise par-dessus bord! Le bateau n'arrive pas à prendre de la vitesse. Et à cette allure, la tempête nous surprendra avant les îles Cyclades. Débarrassons-nous d'un tiers de la cargaison. Ou alors mettons-nous à l'abri dans le port le plus proche. Insensé! Vous êtes fous! Savez-vous la perte d'argent qu'entraînerait un seul jour de retard? Giovanni, je vous somme de me lâcher! Seulement quand vous aurez accepté d'alléger le bateau. Votre vie est autant en danger que celle des autres. Lâchez le capitaine! Vous êtes dès à présent mis aux arrêts! Aux arrêts? Mettez-le au fer dans la cale! Exécution! Non, attendez! Giovanni n'est pas n'importe quel ruffian, il est notre Bosco. La mer n'a pas de secret pour Giovanni. S'est-il déjà trompé? Et si nous sommes arrivés à Kyo à temps, c'est uniquement grâce à lui. Là-bas, d'une heure! Oui, Christophe, ton action était vraiment stupide. Que t'est-il passé par la tête? Tu ne feras pas de vieux os dans la marine si tu t'insurges contre le capitaine. J'ai défendu mes convictions. Tu as bien fait. Tu as eu le courage de tes opinions et tu as refusé de te soumettre. Tu t'es conduit de façon noble en vrai marin. Tu savais d'instinct ce qui était juste et aucun discours ne t'a touché ou influencé. Ton âme est celle d'un grand navigateur. Mais tu ne pourras pas toujours te fier à ton seul instinct. Le plus important pour un marin est de connaître la mer. Connaître la mer? Oui, et tu apprendras aussi à te connaître toi-même. Moi-même? Connaître tes faiblesses et tes points forts. Apprendre à faire la différence entre orgueil et vanité, ambition et jalousie. La mer te guidera dans tes choix. Si tu sais écouter le vent, il te dira ce que tu dois savoir pour bien diriger ton bateau. Regarde la mer changer de couleur, et tu liras en elle comme dans un livre. Et n'oublie pas, nous ne sommes que de simples mortels. La mer est éternelle. Si on la défie, elle finit toujours par gagner. Rafalez la grand voile et en vitesse! Voici, la voile se déchire! Giovanni! Christophe, coupe la drille
mise de la grand voile! Je ne peux pas. Si je coupe le cordage, tu vas tomber à la mer. Coupe-le au banc avec le couteau que je t'ai donné! Je veux que ce soit toi qui le fasses! Giovanni! 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 Je veux naviguer sur l'Atlantique. Et je sais que je peux le faire. Comment peux-tu le savoir? Tu n'as jamais quitté la Méditerranée. L'Atlantique est un océan et le détroit de Gibraltar est très dangereux. Pratiquement tous les ports de commerce se situant à l'est sont sous le monopole des Vénitiens. Sur Terre, la route des Indes et de Cathay est contrôlée par les païens. Si les Génois veulent développer leur commerce, ils doivent aller dans l'Atlantique. C'est exact, tu as raison. Quel est ton nom? Colomb, capitaine. Je m'appelle Christophe Colomb. Qu'en pensez-vous? C'est un bosco dans lequel on peut avoir confiance. Mais... Il faut avouer que je n'ai jamais passé le détroit de Gibraltar. La navigation sur l'océan est une navigation dangereuse. Il y a souvent de très fortes tempêtes et on risque de rencontrer des pirates. Pourquoi veux-tu abandonner la Méditerranée? Parce que je suis avant tout un marin et que je veux naviguer sur l'océan. Laissez-moi m'embarquer avec vous. Avec cette carte, nous ne savons pas grand-chose sur l'Afrique, capitaine. À Lisbonne, nous pourrons nous procurer d'autres cartes. Les Portugais naviguent vers le sud et connaissent la côte ouest de l'Afrique. C'est immense. Oh oui, l'océan est très étendu et nous savons qu'il baigne de nombreux pays. Il est donc important que nous ayons des cartes précises. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous écrivez? Je tiens le journal de bord. Et je note grâce à l'astrolabe la position du navire toutes les 4 heures. Et ainsi, on peut savoir exactement la route que nous suivons. Nous apprenons ainsi à connaître les courants et les vents. La prochaine fois, toutes ces indications nous seront utiles pour suivre la même route. Christophe, tu as bien tout noté? Oui, capitaine. Si tu fais des observations intéressantes, je te charge de les reporter sur la carte. Vous me faites confiance à ce point? Le détroit de Gibraltar. Bosco, faites très attention à la manœuvre. Les courants sont très violents dans le détroit. Oui, capitaine. Un récif à bord! Timonier, la barre à tribord de 20 degrés. Bravo, vous êtes de bons marins. Nous avons traversé le détroit. C'est l'océan Atlantique! L'océan Atlantique. Regardez, nous naviguons sur l'océan Atlantique. Vous vous rendez compte? Et alors, la mer, c'est la mer? Elle est la même partout? Pas pour moi. Je viens enfin de découvrir une nouvelle mer. Le grand océan est à nous. Nous partons à la conquête de villes et de pays inexplorés. Un vrai gamin. Regarde le trépigné, tu vois. Voile en vue à bâbord! Ah ouais, on dirait une flotte de commerce qui a l'intention de passer le détroit. Ils arrivent dans notre direction. Nous avons le vent en poupe, c'est à nous de céder le passage. Capitaine, droit devant, voile en vue. Quoi, encore? Ils tentent de nous encercler. Augmentez la vitesse! Ce sont des corsaires, préparez-vous à riposter! Tous à vos postes de combat! Les voilà qui arrivent, ces Génois prétentieux. Nous en ferons de la bouillie. Feu!
touchés! Nous sommes touchés! Capitaine! Capitaine! Attention aux voiles! Les voiles se déchirent! Pour garder notre vitesse, jetons tout ce qui est inutile! Attention! Faites feu! Et maintenant, visez leurs voiles! Bosco, il y a un autre bateau qui arrive droit devant. Le gaillard derrière est touché! On est tous avec toi, Bosco! Attention! Ils se rapprochent! Ouvrez le feu! Cette fois, on s'en tirera pas. Nous sommes perdus. Aidez les blessés, les canottes à la mer. Sauf qui peut. Vite sauter! Les cartes. Tout le monde a sauté? Oh, oh. Ah. Je refuse que ça finisse comme ça. Si je suis venu aussi loin, c'est parce que des ports et des pays inconnus m'attendent. Les courants et les vagues déposèrent miraculeusement Christophe Colomb sur la plage d'un petit port de pêche au sud du Portugal. C'était le village de Lagos. Après le naufrage de son bateau coulé par les corsaires, Christophe Colomb ne retrouva aucun de ses compagnons, et lui-même, partant à la dérive, perdit connaissance. Pour retrouver ses forces et son courage, il vint se recueillir et prier pendant 10 jours dans la petite église du village. Qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est une carte de l'Afrique qui date de plus de 10 ans. Cette carte a plus de 10 ans? Vous voulez dire qu'il y a 10 ans, on avait déjà exploré aussi bas les côtes ouest de l'Afrique? J'en suis très surpris. C'est pourtant vrai, et depuis on est allé encore plus bas, plus au sud. Pendant que certains pays se contentent d'envoyer barboter leurs marins dans la Méditerranée, le Portugal, lui, a toujours été plus loin. Cette carte est l'héritage qu'Henri le Navigateur a laissé à son pays. J'ai eu le grand honneur de naviguer avec lui. Le prince Henri était un grand explorateur et il favorisa le développement des sciences. Je me souviens du temps où il était encore vivant. Dans le chantier naval, il se construisait souvent 5 caravelles en même temps. Il fit tout d'abord construire un arsenal ici, à Sagres. Ensuite, il engagea plusieurs navigateurs et ce fut le début d'une longue série de voyages et d'explorations. Henri le Navigateur découvrit Madère et les Açores et ces îles furent de nouveaux points de départ pour ses expéditions. Et pour finir, il se lança sur le littoral occidental de l'Afrique. Il voulait découvrir de nouvelles terres. Oui, et le plus intéressant, c'est qu'il avait découvert que la côte africaine remontait vers l'est à un certain endroit. La côte remonte vers l'est? Cela voudrait dire que l'on pourrait contourner ce continent? Exact. Et en continuant plus loin, nous finirions par atteindre les Indes. Je ne savais pas qu'on avait déjà navigué si loin. C'est pourtant bien le cas. Si seulement j'avais encore ton âge. J'équiperai un bateau et je partirai pour le sud. Je tenterai de perpétuer la renommée des navigateurs génois de par le monde. Henri le Navigateur nous disait toujours: marin, avant toute chose, gardez en vous la passion et le goût de l'aventure, et vous pourrez naviguer vers un monde inconnu. La passion et le goût de l'aventure pour naviguer vers un monde inconnu? Il disait aussi, on se souvient d'un marin
comme d'un grand navigateur lorsqu'il a su aller à la limite de ses capacités. Aller jusqu'au bout de ses capacités? En 1476, au mois de septembre, Christophe Colomb fit route vers Lisbonne. À cette époque, dans la capitale portugaise, il y avait un centre de recherche pour les techniques de navigation qui avait pris la succession de l'arsenal de Sagres, fondé par Henri le Navigateur. Cette école de marine était connue dans toute l'Europe. Christophe Colomb décida donc de la visiter et de s'y instruire. Halte là! Bonjour, je m'appelle Christophe Colomb. Je suis un marin génois. Je suis venu pour étudier les techniques de la navigation. Avez-vous une lettre d'introduction? Oh, non. Vous êtes devant l'école royale de la marine. Croyez-vous qu'on laisse entrer n'importe qui? Vous m'interdisez donc l'entrée? Évidemment. Passe ton chemin, génois. Quelle carte cherchez-vous? Bartholomé. Christophe, c'est toi? Oh. Pour gagner sa vie, le jeune frère de Christophe Colomb avait décidé de quitter ses parents. Il partit pour le Portugal où il employa ses talents de dessinateur en établissant des cartes. Nous dirions aujourd'hui qu'il était devenu cartographe. Regarde-toi, tu as fait du chemin depuis que nous nous sommes vus. Mon commerce ne marche pas trop mal, mais en tant qu'étranger, je reste quand même sur mes gardes. C'est plus prudent. Le succès attire toujours les jalousies. J'aimerais travailler avec toi quelque temps. Est-ce que tu es d'accord? Ce sera fantastique. Tu apporteras ton expérience et moi mes dons de dessinateur. Nous formerons une excellente équipe. Christophe! Je savais que je te trouverais au port. Mais que se passe-t-il? Nous avons une commande de l'école royale de marine. Tu as dit l'école royale? Oui, ton excellente réputation a traversé leurs murs. Un des administrateurs sera à l'instant de ma boutique, tu te rends compte? J'ai l'impression de rêver. C'est une lettre d'introduction. Le moine que j'ai rencontré à l'école de navigation m'envoie une lettre d'introduction. Je vais entrer à l'école royale. Bartholomé. C'est formidable, Christophe. Il faudra que tu ailles le remercier pour la confiance qu'il t'accorde. Sais-tu quel est son nom? Il a signé Fernando Martins. Ce moine que j'ai rencontré est donc le fameux père Martins, ami des étrangers. Ayant obtenu la permission d'entrer à l'école royale de navigation, Christophe Colomb se consacra à l'étude de l'astronomie, de la géographie, des mathématiques et du latin. La plus grande inspiration de Colomb fut sa nouvelle vision du monde, qui était déjà un premier pas vers la Renaissance. C'est le monde! Le monde est ainsi, Bartholomé. C'est vraiment fantastique. Regarde comme le monde est vaste. Regarde comme le monde est grand. Vous allez quitter l'école? Oui. Vous voulez embarquer tout de suite? Cela prouve que vous avez une vocation de vrai marin. Je vous félicite. Je suis à la recherche d'un bateau pour m'enrôler. Mais attendez. Il y a un navire qui doit lever l'ancre pour Barcelone. Mais je ne veux pas retourner en Méditerranée. Toujours aussi entêté. Pourtant, vous disiez que vous vouliez vite embarquer. C'est vrai. Mais je veux naviguer sur une mer que je ne connais pas encore. Je vois. Quand vous avez une idée, vous n'en demandez pas. Vous êtes digne de la réputation que tout le monde nous fait. Les Génois sont obstinés. Je vous trouverai un bateau. Je vous remercie.
Que cherchez-vous? Je peux vous aider? Oui, merci, je cherche un livre sur l'île de Madère. Il en existe un, en effet, mais vous ne pouvez pas le trouver sur ces étagères. Et pourquoi cela? Parce que c'est moi qui l'ai. J'en ai eu besoin pour mes recherches. Peut-être en avez-vous toujours besoin, je ne veux pas vous en priver. Non, non, je n'en ai plus besoin. Je vois que vous aimez beaucoup les livres. En réalité, c'est l'océan que j'aime. Je veux découvrir les rivages que je ne connais pas. Je veux naviguer à travers le vaste monde. Comme je vous envie. Si j'étais un homme, je voudrais moi aussi devenir un navigateur. Mon père était déçu de n'avoir qu'une fille. Avez-vous lu le livre des merveilles de Marco Polo? Oh oui, le livre du vieux messire Miglione. À mon avis, il avait tendance à exagérer. 1 million de ceci, 1 million de cela. J'ai entendu dire que son histoire était plutôt douteuse. C'est faux! Son livre retrace fidèlement ses voyages. Vous êtes comme ces capitaines qui refusaient de passer l'équateur parce qu'ils craignaient d'être brûlés par le soleil. Vous accordez du crédit à tous ces racontards au lieu de vous rendre compte par vous-même. Excusez mon emportement. Mon père aimait beaucoup le livre de Marco Polo. Il y trouvait, disait-il, toutes sortes d'indications très utiles. La capitale de Cathay, c'est Kambalik. La ville la plus riche, c'est Kinsai. Le plus grand port de commerce du monde, Naifang. Et voilà les îles dorées de Sipangu flottant sur les mers de l'Est. Christophe Colomb était fasciné par le livre des merveilles du monde de Marco Polo. Ce qui l'intéressait le plus, c'était la description des îles dorées de Sipangu, l'actuel Japon, et la description de la nation qui peuplait ces étroites bandes de terre disséminées sur les mers de l'Est. À la lecture de Marco Polo, Christophe Colomb croyait découvrir le paradis terrestre. Enfin, je vous trouve. Capitaine Colomb, je vous ai déniché un voyage qui va vous convenir. C'est un bateau qui appareille pour l'Islande, mais qui doit d'abord faire escale dans plusieurs ports d'Angleterre. Qu'en dites-vous? C'est un voyage bien plus long que les voyages vers le sud. En outre, le capitaine de ce navire est un vieil homme. Vous comprenez ce que cela signifie, j'espère? Oui. Vous pourrez déployer tout votre talent de navigateur sans être contrarié. Bien. Quand doit-on embarquer? Dans 2 jours exactement, au petit matin. Maintenant, la barre droit devant. À cette époque-là, le plus important port commercial de l'Angleterre était Bristol, ville située au sud-ouest sur l'Avon et l'estuaire de la Severne. Oh, j'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire et vraiment impressionnant. Mais où penses-tu que toute cette eau s'en va? As-tu une idée là-dessus? Où elle s'en va? Eh ben, elle va se perdre dans l'océan. Non, je vais t'expliquer. Regarde cette carte. Le même phénomène se produit également en Méditerranée. Quand l'eau baisse dans le port de Gênes, elle remonte d'autant sur les côtes d'Afrique. Ici, à Bristol, quand le niveau de l'eau descend avec une telle force, tu peux être sûr qu'elle remonte dans les mêmes proportions de l'autre côté de l'océan Atlantique. Le tout est de savoir ce qu'il y a précisément de l'autre côté. Ah ben, ça doit être le bout de la Terre. Mais comment ça, le bout de la Terre? Vous connaissez la fameuse histoire d'Éric le Rouge? Oui, je l'ai lu dans un livre. Cette histoire est dans un livre? Il y a 5 siècles de cela, Éric le Rouge se rendit coupable d'un meurtre. En conséquence, le roi de Norvège décida de le bannir. Il prit la mer, s'arrêta en Islande et poursuivant sa route, il découvrit le Groenland en 985. Quand j'étais en Norvège, j'ai entendu raconter une histoire que les vieux disaient être authentique. Ils affirmaient que d'autres vikings avaient déjà découvert plusieurs endroits de la côte du Groenland et que ça s'était passé bien avant Éric le Rouge. Quoi? D'autres vikings? Eh oui, ils disaient aussi que le fils d'Éric le Rouge et ses successeurs auraient même poussé plus loin jusqu'à une terre qu'ils appelaient Vinland. Tu es sûr de ça? En fait, ce sont des histoires que les vieux racontaient le soir dans les tavernes enfumées. Et c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être aussi une simple légende.
C'est ce que tu appelles le bout de la terre. Quittant le port de Bristol, le navire de Christophe Colomb fit route vers l'Irlande après avoir chargé dans des barils quantité de saumon et de harengs fraîchement pêchés. Ayant mouillé dans un port d'Irlande, le bateau fit ensuite route au nord-ouest vers l'Islande. C'est vous le garçon qui veut en savoir davantage au sujet du bout de la terre, le Vinland? Vous le connaissez? Je voudrais savoir la vérité. Certains disent qu'il s'agit d'une légende. Oh non, il ne s'agit pas d'une légende. Il n'y a pas un recoin de toutes les mers du Nord que les Vikings ne connaissent pas. Avec moi, vous en aurez pour votre argent. Voilà, j'en ai entendu parler par mon grand-père qui m'a raconté ceci. Il était sur le chemin du retour après avoir attaqué et pillé beaucoup de navires anglais. Il avait donc un gros butin. Soudain, une redoutable tempête se déchaîna et repoussa son bateau vers le nord. Mon grand-père essaya alors de se diriger vers les côtes du Groenland, mais la tempête l'empêcha de manœuvrer. Le butin était trop lourd pour qu'il arrive à contrôler les mouvements de son navire qui partit ainsi à la dérive. La terrible tempête dura 10 jours, le repoussant chaque jour davantage vers l'ouest. Mais finalement, la mer se calma et tout à coup, il n'y eut plus un souffle de vent. Mon grand-père et ses compagnons se mirent à pêcher pour pouvoir se nourrir. C'est alors que... Mon grand-père et ses compagnons étaient braves et courageux. Un viking ne s'avoue jamais vaincu. Mon grand-père était le plus fort d'entre eux. Ils réussirent à mettre en fuite l'énorme monstre. Et ils survécurent en mangeant une de ses tentacules. Le vent ne voulait toujours pas se lever, et bientôt ils se retrouvaient au milieu du brouillard. 3 jours passèrent. Et enfin, malgré le brouillard, ils purent distinguer une côte très proche. Est-ce que c'était la terre du bout du monde? Ils découvrirent d'immenses forêts et de nombreux animaux sauvages. C'était une terre riche en ressources naturelles. Mon grand-père la baptisa Vinland. Vinland? C'est une île? Je ne crois pas. Ou alors, si c'en est une, elle a vraiment une très grande étendue. Cette histoire est vraie? Tout ce qu'il y a de plus vrai. Je savais que vous douteriez de mon récit. Mais je possède une preuve. Une preuve? Les chefs vikings ne se sont jamais vantés en racontant des balivernes. Rendez-vous au port, en fin de journée. Je vous attendrai de pied ferme sur mon bateau. Sacré nom de temps, je n'arrive plus à gouverner. Et si une vague nous prend par le travers, elle nous fera chavirer. Nous devons naviguer dans le sens des vagues. Écoutez, c'est moi qui commande sur ce bateau. Cessez de vous mêler de ça. Dépêchez-vous, venez m'aider. Sinon, on va perdre notre voile. Maintenant, il faut naviguer dans le sens des vagues. Arrêtez. C'est mon bateau, c'est moi qui donne les ordres. Nous courons sur la crête des vagues. Bravo, vous êtes un sacré navigateur. Oh, la tempête s'est déchaînée pendant 2 nuits. Et maintenant que nous sommes enfin hors de danger, le vent est tombé. Et nous sommes dans le brouillard. À ce compte-là, on n'est pas prêt de rentrer chez nous. Ce brouillard prouve que nous avons navigué malgré nous dans la direction du sud, comme dans l'histoire de mon grand-père. C'est effrayant ce que tu dis. Le monstre doit être par ici. Ça suffit, n'essaie pas de me flanquer la fosse. Ne faites pas de bruit. Je crois que j'entends quelque chose. Pas d'affolement, surtout ne nous affolons pas.
Qu'est-ce que c'est? C'était donc ce long-mât qui craquait de cette façon. Oh! En tout cas, c'est un cadavre parfaitement conservé, sans doute à cause du froid. Il a l'air de dormir d'un sommeil paisible. Il n'a rien d'un esprit diabolique. Il est peut-être mort près de la mer, et c'est sur la mer que l'on a déposé son corps en guise de funérailles. C'est un geste plein de respect pour l'espèce humaine. Mais il est d'une race différente de la nôtre. Son corps a dû flotter très longtemps en venant d'un pays lointain. Peut-être vient-il de la terre du bout du monde. C'est de cette terre dont vous me parliez, n'est-ce pas, Gélic? Mais oui, c'est bien ça. Vous voyez, bande d'idiots, que ce n'étaient pas des balivernes ni des sornettes. Oui, vous aviez raison. Cette barque a été poussée jusqu'ici par un vent soufflant vers l'est. Cela veut donc dire qu'à l'ouest du Groenland, plus au sud, il doit exister un continent ou une île au climat plus doux. La côte de cette terre serait donc exactement à l'opposé de celle de Bristol. Cela expliquerait les marées montantes et descendantes. Ce serait fantastique de découvrir un monde nouveau. Sommes-nous prêts à appareiller? Sommes prêts, capitaine. Est-ce que tout va bien, maître navigateur? Capitaine, nous n'aurons aucune difficulté pour rentrer à Lisbonne. Oh, j'ai failli oublier. Une lettre est arrivée pour vous ici à Bristol. Une lettre? Dites-moi, un parfum très délicat s'en dégage. Philippa! Cher Christophe, le matin où votre bateau a quitté Lisbonne, je suis venue jusqu'au port aussi vite que j'ai pu. Malheureusement, je suis arrivée trop tard. J'aurais tant voulu vous revoir. Revenez aussi vite que possible pour me raconter votre dernier voyage sur les mers. J'aimerais en savoir plus sur vous. Direction Lisbonne! Mettez cap plein sud! Automne 1477. Christophe Colomb, rentrant de son long voyage dans les pays du Nord, espère atteindre Lisbonne le plus vite possible car il sait que Philippa l'attend. Je suis content de vous revoir. Ça fait en effet très longtemps, mon père. J'ai appris que vous étiez parti en voyage. Oui, nous sommes allés à Bristol et nous avons poussé jusqu'en Islande. Ce que j'ai appris au cours de ce voyage me sera très utile. Ah oui, vraiment? J'en suis très heureux. Vous avez fait de grands progrès dans votre science de la navigation. Grâce à vous. Si avant d'entrer dans un port, vous rencontrez des récifs et que les courants sont si forts que vous pourriez être tenté de faire demi-tour, avez-vous suffisamment confiance en vous pour forcer quand même le passage? Oui, quels que soient les obstacles. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Oh. Mais, mon père, qu'est-ce que cela signifie? Un marin est un homme avant tout et son cœur doit trouver son port d'attache, même si des récifs semblent lui barrer la route. Au printemps de 1478, après une guerre désastreuse en Castille, le Portugal se trouva définitivement éliminé du reste de la péninsule ibérique. La Castille et l'Aragon étant désormais unis sous la double monarchie de Ferdinand et d'Isabelle. Vous
graves décisions à prendre concernant la guerre que nous menons en Castille. Sire, retirons nos prétentions au trône de Castille. C'est la solution la plus sage. Hein? Prince, Nous devons changer notre politique, car la Méditerranée est trop convoitée. Moi, prince Juan, je vous assure que la voie à suivre a déjà été tracée par Henri, le navigateur, qui voulait que nous contournions l'Afrique afin d'établir une nouvelle route maritime vers les Indes. vous semblez oublier que le commerce en Méditerranée a toujours rempli nos caisses. Pour combien de temps encore? Nous devons saisir notre chance dès maintenant. Tandis que les autres nations se battent pour la Méditerranée, nous devons atteindre les Indes très vite. Soyons les premiers à signer un traité de commerce avec le grand camp qui gouverne, et nous obtiendrons toutes les richesses que nous convoitons. L'or, les soieries et les épices. Cipango, je parie que c'est encore une histoire que tu as lue dans le livre de Marco Polo. Exactement, ce livre est une source de renseignements intarissable. Je suis persuadé qu'il a écrit la vérité et que les gens de Cathay sont riches, courtois et gentils. Cipango est le dernier paradis sur Terre. Qu'attendons-nous pour le découvrir? Dis-moi une chose, as-tu une idée précise de la route à suivre? Je dois encore interroger des marins et des navigateurs pour obtenir d'autres renseignements. Mais d'ores et déjà, je crois pouvoir réunir des fonds pour monter cette expédition. Moi, je pense que ton idée va à l'encontre des intentions du roi. Tu sais que depuis Henri le Navigateur, nous, les Portugais, cherchons une route maritime pour contourner l'Afrique. Et en plus, il faut la permission du roi pour naviguer sur la côte ouest de l'Afrique. Mais je n'ai pas l'intention de naviguer en contournant l'Afrique. Je mets le cap à l'ouest. Le cap à l'ouest? Dites-moi, mon ami, comment avez-vous prévu de financer ce voyage? Qui fournira les fonds nécessaires? Eh bien, Gênes, enfin, je l'espère, je suis génois, voyez-vous. Gênes est né de la mer, ceux qui nous gouvernent accepteront de m'aider. Du calme, Christophe. Évidemment, si vous êtes de Gênes, vous serez sans doute entendu, et je crois qu'on vous aidera. Vous avez de la chance, mon ami, car je suis en rapport avec une société génoise de navigation. Permettez-moi de vous recommander. Je suis sûr que ça pourra vous être utile. Vraiment, vous êtes très aimable. Christophe! En juillet 1478, le bateau sur lequel Christophe Colomb s'embarqua mit le cap sur l'archipel de Madère. Ici, le vent varie-t-il selon les saisons? Non, il souffle dans cette direction toute l'année. Le journal de navigation de ces dernières années a été mis à votre disposition dans votre cabine. Oh, merci. Un vent constant? Le vent en Méditerranée ou sur les côtes de l'Atlantique varie avec les saisons. Et ces vents saisonniers, Christophe Colomb les connaît parfaitement. Mais les vents constants, connus maintenant sous le nom de vents alizés, et qui soufflent toute l'année dans la même direction, Colomb sait seulement qu'ils existent. Mais il n'a aucune idée quant à la distance qu'ils parcourent. Je n'ose pas y croire. Un vent soufflant du nord-est toute l'année et nous poussant vers l'ouest. Nous réussirons, Torres. Nous arriverons aux Indes. Christophe Colomb, en débarquant à Gênes, rencontra Torres. Celui-ci le conduisit à la maison des marchands, où se tenait une assemblée de riches négociants, dont certains avaient été chassés d'Espagne. Je suis d'avis qu'il faut s'en tenir au commerce en Méditerranée, où les affaires sont quand même prospères. Quel besoin avons-nous de mettre en danger des sommes importantes? Quel besoin, dites-vous? Est-ce là la philosophie des Génois d'aujourd'hui, malgré leur passé de grands navigateurs? Christophe Colomb était amèrement déçu, car il était persuadé que son projet d'atteindre les Indes par l'ouest aurait apporté la prospérité à Gênes, sa chère patrie. Gênes était sa ville natale. Mais hélas, elle n'était plus la ville florissante et prospère où on encourageait les initiatives des navigateurs. Prêt à appareiller, mettez les voiles! Christophe Colomb prit la résolution de ne jamais revenir à Gênes. Il se rendait compte que pour son projet de voyage vers l'ouest, il devait chercher l'appui d'un pays ouvert sur l'océan. Et ce pays ne pouvait être que le Portugal, le pays qui avait donné naissance à Henri le Navigateur. Vous voudriez que le roi vous accorde une audience? Oui, votre Excellence. J'ai établi le tracé d'une nouvelle route pour les Indes et j'aimerais le soumettre au roi.
Ne me dites pas que vous voulez proposer à Sa Majesté de partir vers l'ouest pour atteindre les Indes, c'est une idée folle. C'est mon intention. À quoi cela servirait-il? Il suffit de contourner l'Afrique. Bien sûr, Votre Excellence, mais par l'ouest, la route sera plus courte. Si vous voulez bien vous donner la peine. C'est une carte du monde? Oui. Alors j'attends vos explications. Actuellement, nous imaginons qu'en contournant le continent africain, la route des Indes sera ouverte. Je sais, je ne suis pas complètement idiot. Le problème est que nous n'avons toujours pas atteint l'extrême sud de ce continent. Vous êtes marin, oui ou non? Je pense que c'est votre métier d'aller faire cette découverte. Ce que je veux découvrir, moi, c'est la route de l'ouest. Ne soyez pas stupide. Si vous allez à l'ouest, vous tournez le dos aux Indes. J'en suis pas persuadé. Hein? La Terre est ronde. Vous devez savoir cela, Votre Excellence. Pour qui me prenez-vous? Je suis le gouverneur général de Porto Santo. Bien sûr que je le sais. Alors, regardez. Entre le Portugal et les Indes, la mer n'est peut-être pas très étendue. Oui, c'est vrai, je n'y avais pas songé. Ce serait incroyable. Non, c'est logique. Puisque la Terre est ronde, c'est tout à fait logique. Vous n'êtes pas sans savoir que le roi est à nouveau très malade. Sa succession ne saurait tarder et le prince a un caractère énergique. Sachez malgré tout qu'il n'appuiera pas votre projet s'il n'est pas fondé sur une réalité tangible. Le roi se fera une opinion en examinant les différents aspects du problème. L'aspect scientifique, l'aspect religieux, économique, et il faudra que vous soyez capable de répondre à ces questions avec précision. Christophe Colomb suivit les conseils du père Martins et commença les recherches et les études qu'il devait faire pour concrétiser son plan. La première étape fut son installation dans une maison à Porto Santo. Sur cette petite île située en plein océan Atlantique, Christophe Colomb décida de rédiger un journal qu'il continua à tenir tout au long de ses voyages. Au printemps de l'an 1481, naquit Diego, le premier fils de Christophe Colomb. Pour ce dernier, commençait une période plus calme et très heureuse. J'ai terminé. Philippa! Philippa! Mon projet de voyage est enfin terminé. Tout est là-dedans. Je te félicite, mon chéri. Oh, mon fils. Ton papa a fini. Avec sa nouvelle route, papa va réussir à gagner le pays des épices avant tout le monde. Tu te rends compte? C'est magnifique. Tu vas parler au roi et lui faire partager la découverte. Au début de l'année 1484, Christophe Colomb obtint une audience du roi Juan II. Sire, permettez-moi de me présenter. Christophe Colomb, je suis très honoré. On nous a fait savoir que vous aviez un projet très intéressant. En effet, sire, un projet que j'ai bien étudié et qui peut nous permettre d'arriver aux Indes avant tous les autres pays. Maintenant que vous faites partie de l'aristocratie, vous voulez vous joindre à nous dans l'expédition sur les côtes d'Afrique? Pas du tout. J'ai l'intention d'ouvrir la route des Indes en traversant l'océan, cap à l'ouest. À l'ouest? Oui, sire. Directement vers l'ouest. Quelle idée ridicule. Il y a la fin de l'océan à l'ouest. Où a-t-il été chercher une telle idée? Sire, avec les techniques de navigation mises au point par le regretté Henri le Navigateur et de très bons bateaux solides et équipés pour la haute mer, nous pourrions atteindre les Indes en 40 jours. En effet, c'est ce que démontrent les calculs. Et il est aussi exact que la Terre est sphérique et vos plans sont théoriquement justes, mais dans l'éventualité qu'on puisse atteindre les Indes par l'ouest, la traversée de l'océan nécessite un voyage trop long. L'homme n'a pas de pouvoir divin.
C'est vrai, mais en fait, le plus important pour l'intérêt du Portugal, c'est d'être les premiers à réussir cet exploit. De quoi avez-vous besoin pour ce voyage? Sire, il faudrait 2 bateaux solides, des marins de grande expérience et des provisions suffisantes pour tenir pendant 1 an. Moi, j'en ai assez entendu, ça me suffit. Ce qu'il raconte est insensé. Et vous? Que demandez-vous en échange? Je voudrais d'abord être fait chevalier. Le titre de chevalier? Et je voudrais être nommé gouverneur général des terres que je découvrirais. De plus, je voudrais qu'on m'accorde 10% des profits que rapporteraient ces terres. Vous devriez avoir honte. Vous êtes bien trop exigeant. Je trouve que ces requêtes sont insensées. J'espère que notre roi va refuser. Il faut vivre avec son temps. Rassemblez tous les mathématiciens immédiatement. Je désire qu'ils étudient le projet de Colomb avec attention. Tout de suite. La commission des mathématiciens était bien décidée à faire rejeter le projet de Christophe Colomb. Et Bartolomé Dias, le plus grand navigateur portugais de l'époque, usait de toute son influence. Mais, Votre Majesté, les exigences du Génois risquent d'assécher toute notre trésorerie. Certes non, considérons les profits. Si nous découvrons la route des Indes par l'ouest, les exigences de Christophe Colomb paraîtront bien insignifiantes. Mais... Hiver 1483. Christophe Colomb se rend au palais pour y entendre la décision prise par la commission des mathématiciens. Vous me rendez tout? Mon projet est refusé? Maintenant, sortez d'ici. Je vous en prie, réfléchissez encore. Pas question. Attendez, et pourtant Sa Majesté était intéressée. Avant le retour de Christophe Colomb, Philippa avait quitté ce monde avec la certitude que son mari avait enfin réussi à imposer son projet. Diego, il faut que tu sois fort, mon fils. L'été 1485, Christophe Colomb, ayant perdu tout espoir de voir son projet se réaliser au Portugal, quitta Lisbonne avec son fils Diego. Il voulait gagner le port de Palos, situé non loin de la frontière du Portugal. Diego, nous allons vivre quelque temps dans ce monastère. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es bien ici? Oui, de toute façon, si je suis avec toi, papa, je suis bien partout. Et puis j'ai un nouvel ami. Quel ami? Tu veux dire que tu connais pas mon meilleur ami, Juan? Laisse-moi te le présenter, papa. Juan! 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 Arrête, Juan, tu me chatouilles. Arrête. Arrête, Juan. Oh, vous avez l'air sombre. Mon père, pourriez-vous garder mon fils au monastère et l'éduquer? Je sais que c'est une lourde charge pour vous, mais... Que nous gardions Diego ici au monastère? Essayez de comprendre. Je ne veux pas abandonner mon projet de découvrir une nouvelle route maritime pour atteindre les Indes par l'ouest. Une nouvelle route pour les Indes? Oui, mon père. D'après mes calculs, en naviguant sur l'océan Atlantique, on peut atteindre les Indes. En allant vers l'ouest? Votre théorie est vraiment stupéfiante et je suis sûr qu'elle ne manquera pas d'intéresser le père Antonio. D'ailleurs, il devrait rentrer d'une minute à l'autre. Le père Antonio Marquena est un brillant cosmographe et astrologue. La navigation est aussi un sujet qui le passionne. C'est à lui aussi que nous demanderons la permission de garder votre fils. Christophe Colomb fut heureux de pouvoir exposer ses projets au père Antonio Marquena. Celui-ci était un éminent cosmographe et astrologue qui comprit aussitôt la théorie du voyage vers l'ouest et les énormes avantages qu'elle pouvait procurer. Je suis d'accord avec vous. Vous savez que le roi d'Aragon et son épouse, la reine de Castille, mènent une double bataille. Terminer la reconquête pour expulser les morts de Grenade et poursuivre les non-croyants et les juifs par les moyens de l'Inquisition.
Et les rois catholiques seraient sûrement favorables à un projet qui leur permettrait d'envoyer une mission pour convertir les peuplades des Indes. Le père Pérez pense comme moi, et tous deux, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous venir en aide. Je vous remercie de tout cœur. Je vais sur le champ vous écrire une lettre d'introduction auprès du duc Medina. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Je vous serai éternellement reconnaissant. Ne me remerciez pas. Grâce à vous trois, je vais pouvoir réaliser mon grand projet, mon rêve qui me tient tant à cœur. Si jamais on vous importune ou on vous arrête, montrez cette lettre et vous ne serez pas inquiétés. Au revoir, papa. Au revoir, Diego. À l'automne 1485, Christophe Colomb quitta le monastère de la Rábida. Il se dirigea vers Séville, commençant ainsi un long voyage au cours duquel il rencontra plein d'embûches. Êtes-vous blessé? On te tient! Et n'essaie pas de t'enfuir! Mais... Et toi, livre-nous cette femme sur le champ! Quel délit avez-vous commis? Aucun, monseigneur, je vous le jure. Pourquoi voulez-vous l'arrêter? De quoi l'accuse-t-on? Arrière! Oh, je déteste les hommes d'église. Ils sont tous des hypocrites. Non, non! Arrête-toi! Arrêtez cette femme! Pourquoi as-tu défendu cet hérétique? Tu n'es pas de Castille. D'où viens-tu? Je suis génois. Lâchez-moi! Tu ne t'enfuiras pas! Je suis chrétien! Je ne te crois pas! Les inquisiteurs ont les moyens de te faire parler! Je m'appelle Christophe Colomb. C'est une lettre du père Juan Pérez et du père Antonio Marquena des franciscains du monastère de la Rábida. Si tu es vraiment un franciscain, la prochaine fois, ne te mêle pas de nos affaires. Cette femme était une fausse convertie. Le duc Medinaceli possédait de nombreuses caravelles. Christophe Colomb pensait que ces caravelles seraient des embarcations idéales pour son expédition. Mon très cher ami vous a donné décidément un conseil très utile. Parce que, voyez-vous, messire Christophe Colomb, vous m'avez convaincu et je crois en votre projet. Vous êtes sérieux? Certes. Je dispose d'un certain nombre de vaisseaux marchands et les mers qu'ils sillonnent n'ont plus de secret pour moi. Je dirais que je les connais aussi bien que le jardin de ma maison. Et ce jardin, j'en connais tous les recoins. Mon expédition vous intéresse? Je ne vois aucun obstacle insurmontable. Quand vous avez visité le port de Santa Maria, vous avez certainement vu toutes mes caravelles qui sont au mouillage. Mais oui, je les ai admirées. Elles sont tout à fait adaptées pour un long voyage. Si je pouvais en avoir 3 à ma disposition, je pourrais enfin réaliser mon grand rêve. 3 caravelles? Eh bien, je suis même disposé à les mettre en chantier pour vous les donner. Ah, je ne sais comment vous remercier. Mais il me faudra aussi obtenir la permission de Sa Majesté la Reine. Je suis en ce moment en très bon terme avec la reine Isabelle de Castille. Elle a une très grande confiance dans tous les conseils que je lui donne. Vous n'avez donc plus de soucis à vous faire. Christophe Colomb n'arrivait pas à y croire. Après tant d'années d'efforts inutiles et de désillusions, il semblait bien que l'occasion se présentait de transformer son rêve en réalité. Le grand voyage vers l'Ouest. Il avait du mal à contenir sa joie, et en même temps, il craignait d'être déçu encore une fois. Le 20 janvier 1486, Christophe Colomb fut enfin reçu à la cour et put exposer au souverain son plan basé sur la théorie de Ptolémée. Les rois catholiques, trop préoccupés par la guerre, lui promirent d'examiner son projet dès leur retour à Cordoue. Les espoirs de Christophe Colomb ne semblaient pas devoir se réaliser aussi vite qu'il l'aurait voulu. En 1490, l'achèvement de la reconquête par la prise de Grenade semblait plus difficile que prévu. Le roi Ferdinand fut donc obligé de mettre le siège devant la dernière cité-mort. Christophe Colomb se sentait frustré par la lenteur avec laquelle la guerre progressait. Pour vivre, il était obligé de dessiner des cartes à longueur de journée. Tu sais, Diego, j'en ai assez d'être immobilisé dans cette ville.
Au lieu de dessiner des cartes, je devrais déjà être en train d'appareiller pour mon voyage vers l'ouest. Le malheur, c'est que Grenade n'a pas l'air de vouloir se rendre. Le 2 janvier 1492, Grenade se rendit et le roi Boabdil remit la clé du château de l'Alhambra aux rois catholiques Ferdinand et Isabelle. Ainsi prit fin la guerre pour la reconquête qui durait depuis bientôt 800 ans. Mais dites-nous à présent à quelles conditions vous accepteriez de diriger cette expédition qui doit être tellement profitable à l'Espagne. Tout d'abord, j'aimerais recevoir des lettres de noblesse, être nommé amiral des mers océanes et que tous mes droits et privilèges soient transmissibles à mes descendants comme tous les droits des amiraux de Castille et d'Aragon. Que dit-il? Ensuite, je veux être nommé gouverneur général de toutes les terres, îles ou continents que je découvrirai avec le titre de vice-roi, de par la grâce de leur majesté le roi Ferdinand d'Aragon et la reine Isabelle de Castille. Je veux en outre 10% de la valeur de toutes les richesses et biens ramenés des terres nouvellement découvertes après déduction des frais de l'expédition. Oui, c'est un scandale. Messire Colomb, vous ne pensez pas que vos exigences sont nettement exagérées? Pas du tout, si vos majestés veulent bien considérer toutes les richesses que je leur rapporterai des Indes, avec l'or qui est en grande abondance à Cipango. On ne peut pas lui accorder ce qu'il demande, il se prend pour ce qu'il n'est pas. Mais pour qui se prend-il? Messire Christophe Colomb, la Maison royale d'Espagne n'est pas disposée à donner suite à l'ensemble de votre requête. Telle est notre royale décision. Vous pouvez disposer. Mais êtes-vous sûr que ce soit la bonne décision? S'il va voir le roi de France, Charles VIII, il se pourrait que celui-ci lui accorde tout ce qu'il demande. Mais voyons, Sant'Angel, pour préparer cette expédition, il faut beaucoup d'argent et des bateaux. Et n'avez-vous pas dit vous-même que les coffres du trésor royal étaient presque vides? Attendez. J'ai peut-être une solution. Il suffirait que je mette en vente mes bijoux pour trouver de l'argent. Attendez, Christophe Colomb! Non, attendez! Comme voulez-vous? Laissez-moi passer! Plus personne n'a besoin de moi dans votre pays! Mais je vous apporte un message de la reine Isabelle. Elle pense qu'elle va pouvoir autoriser la mise en route de votre grande entreprise. Elle accepte vos demandes. Qu'est-ce que vous dites? J'ai reçu l'ordre de vous rattraper pour vous en informer. Mais dépêchez-vous, le roi et la reine vous attendent. Le 17 avril 1492, le contrat passé par les rois catholiques avec Christophe Colomb, et qui comprenait plusieurs textes, fut entériné par les diverses signatures. L'ensemble des documents est connu sous le nom des capitulations de Santa Fe. Les demandes de Christophe Colomb avaient pratiquement toutes été acceptées. Le 30 avril, les souverains remirent ce document au nouvel amiral. Amiral Christophe Colomb, vous avez obtenu tout ce que vous nous aviez demandé. J'espère que vous êtes satisfait. Oui, je rends grâce à vos majestés et à notre Seigneur pour leur bonté envers moi. Nous comptons sur vous, amiral Colomb, et nos prières vous accompagneront pour que votre grand voyage réussisse. Je remercie votre majesté et je lui promets de ramener les richesses des Indes qui rempliront les caisses du trésor royal à un point tel que les souverains catholiques pourront mettre sur pied une armée pour reconquérir Jérusalem. Un peu de silence, s'il vous plaît. Oyez, oyez, voici l'ordonnance prise par leur majesté catholique à l'encontre du port de Palos comme punition pour 2 ans d'impôts impayés. Le roi et la reine ordonnent donc à la cité de Palos de fournir à l'amiral Christophe Colomb 2 vaisseaux avec leurs équipages. Le port de Palos devra également fournir les provisions nécessaires pour toute la durée du voyage, le tout dans un délai de 10 jours. C'est affolant. De la nourriture? Non!
Nous ne pouvons pas laisser embarquer les meilleurs marins de Palos aussi facilement. Les Indes en traversant l'océan d'est en ouest, c'est de la folie. Quand on sera à l'ouest, le bateau et les marins brûleront comme des étoupes, tellement il fait chaud là-bas. Je me suis laissé dire qu'on tombait tout droit en enfer. Tiens, quand on parle du diable... Ah, plus tard. J'ai appris que les prisonniers qui accepteraient de s'embarquer avec le fameux amiral Christophe Colomb seraient graciés. Comme il n'arrive pas à rassembler un équipage valable, il est en train d'essayer de transformer des voleurs en marins. Il devient fou. Ah, bonsoir, capitaine Pinzon. bonsoir, Tout va bien? capitaine. Braves marins de Palos, écoutez ce que j'ai à vous dire. Qui veut s'enrôler pour le grand voyage? Nous avons décidé d'en faire partie. Vous n'avez rien à craindre. Moi-même, Grâce au pouvoir de persuasion des frères Pinzon, les marins vinrent s'enrôler en grand nombre pour embarquer sur un des bateaux de la flottille. 40 furent choisis pour la Santa Maria, 26 pour la Pinta et 24 pour la Niña. L'expédition pouvait partir. Moi, Colomb, amiral de la mer Océane, au nom de leur majesté le roi et la reine, Ferdinand et Isabelle, je nomme Martin Alonso Pinzon, capitaine de la Pinta, et Vincent Yagnès Pinzon, capitaine de la Niña. Quant à moi, je commanderai la Santa Maria et l'ensemble de la flottille. Diego, tu te souviens la première fois que nous sommes venus ici? Ah ouais, je m'en souviens. J'avais tellement faim quand nous sommes arrivés. 7 années se sont écoulées, et ton papa va enfin partir pour le voyage dont il a tant rêvé. Le monde est grand, Diego. Et maintenant, c'est à ton tour de rêver. En attendant mon retour, prends soin de toi. Toi aussi, papa. Prends soin de toi. Équipage de la Santa Maria, vous pouvez lever l'ancre! La Pinta, levez l'ancre! La Niña, levez l'ancre! Tous les diables, qu'est-ce que c'est? Vous avez entendu? Nous nous dirigeons tout droit sur les feux de l'enfer. Ce voyage nous porte malheur, nous sommes maudits. Ce que vous apercevez n'est pas l'enfer, mais le volcan de l'île de Tenerife. Il nous souhaite la bienvenue aux îles Canaries. Ce n'est pas un signe de malédiction. Au contraire, je pense que c'est une bénédiction divine. Ça fait des jours et des jours qu'on mange la même chose. De la viande salée et des pois chiches. Des oiseaux! Des oiseaux! Ils sont peut-être bons à manger. Si des oiseaux volent par ici, ça veut dire que la Terre n'est pas loin. Regardez! Oh, des dauphins! Là! Qu'est-ce que t'as vu encore, Loupio? Une île! Quel idiot, ce mousse. Il voit pas que c'est une baleine.
peu, nous serons sur la terre ferme. Je vous le promets, gardez bon moral. L'île de La Gomera, le dernier port où nous avions fait escale, était maintenant à 20 jours de mer derrière nous. Et la terre n'était toujours pas en vue. La partie de mer inconnue qui s'étalait sur la carte semblait s'étendre à l'infini. Christophe Colomb, c'est le changement de quart. Vous devriez aller prendre un peu de repos, vous êtes fatigué. Quelqu'un d'autre fera le guet sur le château arrière. Rodrigo Sanchez, merci de vous inquiéter pour moi. J'avoue que je suis extrêmement fatigué, mais malgré tout, je voudrais pouvoir découvrir de mes yeux la terre qui est de ce côté de l'océan. J'en rêve depuis si longtemps. Pendant des années, je n'ai pensé qu'à ce moment exaltant. Sanchez, venez à côté de moi. Je crois que j'ai aperçu une lumière qui scintillait à l'horizon. Dans quelle direction? Droit devant, je l'aperçois encore. Oui, on dirait que c'est un feu. Moi, je ne vois rien du tout. D'où vous êtes, c'est normal. Venez là. Par le sang du Christ, maintenant on ne voit plus rien. Pourtant, je suis sûr d'avoir vu une lueur qui montait et descendait. Oui, je l'ai vu, moi aussi. Devant nous et à bâbord! Je la vois quand la lune n'est pas cachée par les nuages! Merci, Seigneur. C'était donc bien une lumière venant de terre que vous avez aperçue tout à l'heure, amiral. C'est donc vous, amiral, qui avez le premier découvert cette terre inconnue. Oui, c'est bien moi. Que l'équipe de débarquement se prépare. Nous attendrons demain matin pour accoster. Cette île est d'une beauté paradisiaque. Que c'est beau. Merci, mon Dieu. Amiral! Nous avons de la visite! Comment cela? Là! Attendez, il est seul et vous voyez bien qu'il n'est pas armé. Luis Torres, avancez. Parlez-lui et tâchez de vous faire comprendre. Kiki Thomas, nous venons pour la paix. Nous venons en paix. Nous sommes tous vos amis. Taklal, nous sommes vos amis. Nous. Mais non, amis, nous, la paix, amis. La paix, amis. Pourquoi répète-t-il ce qu'on dit? Il veut se moquer de nous? C'est une cape, vous comprenez? Notre pays est souvent très froid. C'est Sa Majesté la Reine qui m'a donné cette épée.
Tsukula. Souplaous. Il s'est coupé. Venez vite le soigner. Ces gens-là n'ont jamais vu une lame tranchante. Je crois que ce ne sera pas difficile d'arriver à les soumettre. Nous ne devons pas conquérir leur pays par la force. Nous sommes venus ici pour les convertir et les faire admettre dans l'église de notre Seigneur. Cette île de San Salvador est vraiment très belle. Et les arbres y sont aussi verts en octobre que les nôtres au mois de mai en Castille. Les indigènes sont gentils et nous établissons des relations d'amitié. Mais jusqu'à présent, rien ne prouve que nous soyons arrivés à Cipango. On a mis longtemps à trouver la première île. Ouais, ça, tu l'as dit. Et maintenant, il n'y a plus que des îles partout. Combien y a-t-il d'îles dans les parages? Nekopa, Wama, Laja, Koshi. Il dit qu'il y a beaucoup trop d'îles pour les compter. Tant que ça. Nous avions quitté le port de Palos depuis une centaine de jours. Nous venions de découvrir la grande île de Cuba et quantité de petites îles. Mais le but de notre exploration, qui consistait principalement à ramener de l'or, était loin d'être atteint. Torres, n'avez-vous pas entendu parler d'un pays ou d'une île proche d'ici où nous pourrions enfin trouver l'or que nous cherchons depuis notre arrivée? Ah mais si, les indigènes parlent de Cibao, qui serait une contrée ou une île située non loin d'ici. Et d'après eux, il y aurait des mines d'or là-bas. Cibao? C'est un nom qui ressemble à Cipango. Amiral, il faut appareiller au plus vite pour aller à Cibao. Mes hommes ne pensent plus qu'à une seule chose, trouver l'or qu'on leur a promis. Capitaine Vincent, nous allons d'abord rendre visite au roi Guacanagari. Nous lui devons cette courtoisie. Ensuite, nous mettrons le cap sur ce fameux Cibao. Là-bas, je peux plus bouger là-bas. On a touché un récif, tout le monde sur le pont. Débarque à la mer et jetez l'ancre. Nous allons chavirer. Il faut abattre le grand mât. Abandonnez le navire. Tout le monde dans les barres. Mais je peux le faire. Amiral, les habitants de l'île arrivent avec leur barque. C'est vrai? Le roi Guacanagari a mis ces 3 maisons à notre disposition. Nous avons été vraiment bien reçus. Regarde ce qu'on vient de me donner en échange d'un malheureux petit grelot, des tas de bijoux en or. Pas mal du tout, hein? Je vois que tu as oublié les ordres formels de l'amiral. Il ne veut pas qu'on dépouille les Indiens de leurs bijoux en or. Tu n'as pas honte? Mais t'as pas besoin d'aller lui dire. Il paraît qu'il y a des montagnes d'or qui sont au sud de l'île. Je crois que j'ai trouvé l'endroit qu'il me faut pour faire fortune. Comment voyez-vous le voyage de retour en Castille? Vous avez établi un plan? Maintenant que nous savons qu'il y a des mines d'or dans cette contrée, nous devons aller chercher un grand nombre de spécialistes pour creuser les mines ainsi que des charpentiers. Nous avons aussi besoin de bateaux. On ne peut pas transporter de l'or rien qu'avec la Niña. Et nous, amiral, qu'allons-nous devenir? La moitié des hommes restera sur cette île et on se servira des matériaux pris sur la Santa Maria pour construire une forteresse qui sera armée de notre canon. Ainsi, nous établirons une base solide qui servira pour nos prochains voyages. Le 4 janvier 1493, nous levâmes l'ancre en laissant à terre les nouveaux colons de la Nativité. Nous filions droit cap à l'est en quittant l'île d'Hispaniola. Tempête en vue, tout le monde à son poste!
Tu as vu, on dirait qu'un bateau arrive. Hein? Vive Christophe! Le 20 avril 1493, Christophe Colomb et ses compagnons arrivèrent à Barcelone. Ils furent reçus au palais royal, tandis que la foule en délire leur faisait un triomphe. C'est un grand honneur pour moi d'être accueilli de cette façon, et je suis heureux de venir présenter mes devoirs à leur majesté. Je vous en prie, amiral. Prenez un siège et restez couvert. Votre voyage a été un grand succès. Vous allez nous en donner les détails. Mais d'ores et déjà, nous nous félicitons de vous avoir donné à votre départ le titre d'amiral du Grand Océan et de vice-roi des nouveaux territoires. Les paroles de votre majesté me vont droit au cœur. Amiral, Oui? comment êtes-vous allé à Cipango? Eh bien, Altesse... tout d'abord, il faut mettre la voile en direction du sud, et ensuite mettre le cap à l'ouest, et on arrive à Cipango. Je vois qu'en réalité, c'est très simple. Comme c'est passionnant. Eh bien, dites donc, Christophe Colomb. Avoir été nommé amiral et vice-roi du nouveau territoire, c'est une promotion inattendue pour un ex-moussaillon génois. Vous êtes vraiment trop aimable, monsieur le duc. Notre princesse Jeanne l'a bien dit tout à l'heure. Arriver jusqu'à Cipango, ce n'est pas une si terrible affaire. Vous osez? Mais non, puisqu'on sait que la Terre est ronde. Il suffit de naviguer en gardant constamment le cap à l'ouest et on finira toujours par atteindre le fameux Cipango. Oui, ça c'est vrai. C'est très simple. Monseigneur le duc aime les choses simples. Vous voyez cet œuf? Dites-moi si vous pouvez réussir à le faire tenir debout sur sa base. C'est stupide. Comment voulez-vous arriver à faire une chose pareille? Essayez-vous. Oh, c'est une chose impossible. Un œuf ne peut pas tenir debout. Je n'y arrive pas. Personne n'y arrive? Bien sûr que non. Essayez vous-même, amiral, puisque vous êtes si malin. Vous allez voir. Hein? Oh! Oh! Mais oui, mais... Vous avez réussi en le brisant. N'importe qui est capable de faire ça. Vous avez raison. Tout le monde trouve très simple de faire ce qu'un autre a déjà accompli le premier. Et c'est la définition même de la découverte, mon cher duc. En naviguant vers l'ouest, et dans sa recherche d'une nouvelle route pour atteindre à travers l'océan les richesses de l'Orient, Christophe Colomb avait découvert des îles et touché un continent qui n'était ni Cathay, ni Cipango comme il le croyait. Il avait découvert un nouveau monde, l'Amérique. Christophe Colomb, il est à 500 ans, il c'est la grand voile de l'aventure, pour voguer vers son destin, sur les océans, comme dans tous ses rêves d'enfant.